Et si je vous disais qu'au bout de 25 ans, votre logement ne valait plus rien du tout? Nada, que dalle. Alors en France, on se dit qu'un logement, au contraire, au fil du temps, va prendre de la valeur. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et j'aimerais vous présenter un exemple qui est assez intéressant et qui ne vient pas d'un pays du tiers-monde, bien au contraire, il vient du pays le plus avancé au monde, à savoir le Japon. Et oui, parce qu'au Japon, au bout de 25 ans, votre logement ne vaut plus rien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment c'est arrivé, et est-ce que c'est l'avenir de la France, puisque on considère que le Japon est souvent en avance sur un certain nombre de sujets, oui ou non? Et enfin, je terminerai cette vidéo pour simplement vous donner mon avis sur le potentiel en termes d'investissement immobilier que représente le Japon. Donc, est-ce que c'est potentiellement un bon endroit pour aller faire une diversification de son patrimoine pour lisser les risques? Alors, allons-y. Donc, c'est assez étonnant, effectivement, de se dire qu'il existe un pays dans lequel l'immobilier perd de sa valeur. Et pourtant, donc, c'est le cas. Pourquoi? Parce que on va avoir une combinaison de facteurs. Déjà, on est sur un pays où la démographie n'est clairement pas bonne, et depuis longtemps. On a énormément de seniors, et de vraiment seniors. Des gens de plus de 80 ans, ils sont très nombreux. Factuellement, le pays perd 500 000 habitants par an. Donc c'est absolument considérable, même si leur population de base est beaucoup plus grande que celle de la France. Le deuxième point, c'est qu'on est sur une zone, je dirais, pas particulièrement friendly d'un point de vue de la nature. Il y a des séismes un peu permanents, parfois plus forts que d'autres. Il y a des autres types de catastrophes naturelles, comme par exemple des typhons qui viennent balayer très souvent, en tout cas la partie sud du pays. Donc on est sur un ensemble de facteurs qui font que les biens immobiliers vont se dégrader plus vite dans le temps, potentiellement même extrêmement vite, s'ils subissent vraiment un gros problème climatique ou géologique, et en même temps une population qui diminue. Donc qui dit population qui diminue dit bah, plus de logements que de besoins. Et ça, en général, c'est pas bon pour l'offre. Donc on peut se dire, ok, le Japon c'est loin, mais en Europe, on a quand même le même genre de courbe démographique. On est juste quelques décennies en retard, j'ai envie de dire, sur ce que fait le Japon, mais on en prend la route. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des initiatives en Italie ou en Sicile, ou en Grèce, où vous pouvez acheter des maisons pour 10 000 euros, pour peu que vous acceptiez d'aller donc dans un secteur rural dans lequel c'est en train de se dépeupler, et vous pouvez acheter pour 3 fois rien, sous condition de rénover le bien et de poursuivre dans le temps. Alors là, on est dans une logique de, je dirais, de pérennisation du patrimoine, ce qui n'est pas du tout le cas du Japon. Le Japon, donc leur choix était de dire, ok, on est dans un environnement où globalement, l'immobilier, il va coûter cher parce que il va falloir mettre en place des normes sismiques euh, particulières, hein, beaucoup plus que ce n'est le cas en France ou en Europe, d'une manière générale. Ensuite, bah, il va prendre cher avec les problématiques climatiques. Et puis on se dit, bah, après tout, comme la population se réduit, et ils ont fait le choix politique de ne pas favoriser d'immigration externe pour ne pas, je dirais, remplacer le solde de naissance et de décès d'aujourd'hui. Alors je ne veux pas qu'on rentre dans cette discussion-là, dans cette vidéo, hein. On n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, la stratégie européenne par rapport à l'évolution des populations et à faire venir des gens de l'extérieur, etc. On n'est pas là pour ça, on parle que d'immobilier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au Japon, eux, ils l'assument. Donc ils disent, ok, bah, nous, de toute façon, on ne va pas faire entrer de personne. Donc on va réduire. Donc à un moment donné, bah, les biens immobiliers, bah, ils ont vocation à plus ou moins disparaître. En partie dans certaines zones. Parce qu'on va retrouver, comme partout ailleurs dans le monde, une focalisation des populations vers certaines zones, et notamment des zones urbaines. Donc on a énormément de gens des secteurs ruraux
pour des raisons assez évidentes de confort de vie, d'emploi, et cetera, qui ont tendance à vouloir rejoindre les villes ou les zones périurbaines. Donc, les villes au Japon, ça peut vite être absolument considérable, hein, en termes de taille. C'est c'est pas, voilà, une petite ville au Japon, fait vite 500 000 habitants, quoi, ce qui est pas tellement le cas évidemment de l'Europe. Et je ne parle même pas de la conurbation de Tokyo, où je crois de mémoire on est à 115 millions d'habitants. Voilà. Bon, c'est un regroupement de villes, hein, il n'y a pas que Tokyo. Mais bon. Donc en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a énormément de flux qui vont vers Tokyo, vers Osaka, vers Kyoto, même des villes plus petites, hein, comme Fukuoka, etc. Et donc l'idée, c'est que bah, il y a plein de zones qui se dépeuplent. Et ils vont être dans une logique aussi où bah, ils doivent adapter ces logements parce que les populations vieillissent, donc il faut adapter le logement au vieillissement de la population. Tiens, ça fait penser au projet que moi j'ai décidé de mener pour la France, puisque je considère qu'on est un petit peu dans la même logique, hein. Donc à la fois dans ma stratégie 2026, que j'ai expliqué dans une précédente vidéo, mais aussi dans notre projet dont je remets le lien vers la playlist de transformation d'une ancienne clinique en 42 logements seniors. Je pense qu'on est dans la même dynamique d'adaptation du logement. Et eux, ils sont aussi sur une pression en termes d'espace qui n'a rien à voir avec la France, parce que si vous survolez le Japon, vous verrez tout de suite, ça va vous frapper, hein, que la moindre zone utilisable de surface à peu près plane est prise. Soit par de la culture, parce qu'ils tournent beaucoup sur de la culture faite au Japon, et pour essayer de lier les importations, parce que ça coûte extrêmement cher, ça reste des îles, hein, le Japon. Et pour le reste, évidemment, pour de l'habitat. Donc ils ont une place qui est limitée, ils ont une évolution de la population, ils ont, comme partout ailleurs, de plus en plus de personnes seules. Ils ont, comme on le sait, assez peu d'enfants, donc du coup, il n'y a pas besoin non plus de maisons gigantesques pour abriter 3, 5, 10 enfants, hein, ça c'est quand même assez rare. Alors ça existe encore, hein, bien sûr, comme partout, mais on va dire qu'ils ont là aussi de l'avance de plusieurs décennies sur ce qu'on constate déjà au niveau européen. Donc c'est intéressant de voir ce principe-là, et donc partant de tout ça, un dispositif a été mis en place, donc politique, qui a été de dire on va favoriser le renouvellement du bâti. Et donc ils ont mis en place un système d'amortissement des bâtis, donc des constructions, des logements, euh, qui va donc favoriser un renouvellement rapide. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amortissement, pour expliquer globalement comment ça fonctionne, par exemple, dans n'importe quelle entreprise, on a un système d'amortissement comptable. Et on va dire, un ordinateur, par exemple, eh ben, on va l'amortir sur 3 ans. Donc on l'a acheté 1000 euros au point de départ, on va déduire du résultat comptable 333 euros chaque année, et au bout de 3 ans, on va considérer qu'il est amorti. Bien sûr, il peut encore fonctionner pendant 10 ans, mais d'un point de vue comptable, on va considérer qu'il a une valeur de zéro. Et ben, là, c'est un peu le même principe qu'ils ont mis en œuvre, mais pour l'immobilier particulier. Et donc, ça veut dire que ils ont considéré que là-bas, ils ont deux types de constructions. Il y a les constructions en bois, et un peu traditionnelles, on va dire, et il y a les constructions en béton. Il n'y a pas d'autre genre de construction parce que les normes sismiques font que c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Et donc, soit on est sur une structure extrêmement légère en bois qui va bouger en même temps que la terre, soit on est sur une structure béton qui va être extrêmement rigide, mais qui va être posée sur des fondations qui vont être conçues spécifiquement pour gérer les aspects sismiques. Par contre, il y a assez peu de constructions en briques, hein, par exemple, ou en parpaing, il y en a, hein, mais il y en a assez peu. Voilà. Donc du coup, on va considérer qu'il y a deux types de constructions. Et donc, l'État japonais a considéré que ben, une construction en bois, au bout de 25 ans, elle était amortie, et une construction en béton, au bout de 47 ans, elle était amortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites construire un logement, une maison, un immeuble, qu'importe, hein, en fait, et qu'il est en bois, par exemple, et que vous le payez 250 000 euros au point de départ, et bien pendant 25 ans, chaque année, vous allez pouvoir déduire 10 000 euros, donc un 25e du prix, 10 000 euros sur vos impôts. Et donc, on va considérer que, bah, quelque part, vous avez un espèce de gain, un petit peu comme si vous rentriez un loyer. Enfin, c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est pour que vous essayiez de comprendre sans rentrer trop dans des logiques fiscales et comptables. Euh, et qui va venir voilà, réduire finalement vos assiettes d'impôts qui sont aussi assez élevées hein, au Japon. Hein, comme, alors, pas à la France, évidemment, hein, autant que chez nous, mais quand même, c'est pas mal. Et donc, l'histoire, c'est qu'à la fin, comptablement, votre bien, il vaut 0. Un petit peu comme sur une voiture, par exemple, vous avez une vignette critère 5.
Aujourd'hui, ça va être très difficile de la revendre. Ah bah là, votre bien immobilier, au bout de 25 ans, il a une valeur de zéro, donc c'est quasiment impossible à revendre. Et ce que font les gens, aussi bien les professionnels que les particuliers, c'est que quand ils veulent se séparer de leur bien, en fait, ils le détruisent. Ils vont le raser, ils vont remettre une terre à nu, et ils vont vendre le terrain vide. Donc ça va coûter entre 15 et 30 000 euros. Ça coûte moins cher de détruire une maison au Japon qu'en France, parce qu'il y a aussi moins de problématiques de recyclage, parce que les matériaux sont plus homogènes, c'est moins compliqué à recycler, puis peut-être aussi une réglementation qui est plus simple. Et donc, ce qui fait que derrière, eh ben, ils vont préférer raser le bâtiment. J'ai discuté la semaine dernière, j'étais justement au Japon et je discutais avec une amie dont le frère habite dans un quartier tout à fait sympathique de Tokyo, là, qui s'appelle Shibuya. Et ils sont dans un immeuble qui a une cinquantaine d'années maintenant, en béton. Et ben, il va se faire expulser. Donc, il est locataire. Il va se faire expulser parce que le propriétaire va raser l'immeuble alors qu'il est dans un état correct, hein. Il va raser l'immeuble et va en reconstruire un nouveau pour repartir dans la logique d'amortissement. Parce que là, aujourd'hui, quelque part, c'est quelque chose qu'il n'arrivera jamais à revendre. Donc, il préfère sortir les gens, le raser, reconstruire quelque chose de neuf pour se donner la possibilité de le revendre potentiellement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Donc, c'est une logique qui est vraiment extrêmement différente de celle de la France. On va construire un patrimoine, on va acheter. Moi, je sais que j'achète plutôt j'essaye d'acheter de la belle pierre. J'essaye d'acheter, je sais pas, des bâtiments haussmanniens, par exemple, et de se dire, bah ok, c'est du gros, c'est du lourd, ça va durer pendant un long moment, ça va conserver de la valeur, il y a cet aspect patrimonial, quoi, hein, moi, en tout cas qui me fait vibrer. Bah là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, c'est vraiment le principe de on construit, j'ai presque envie de dire brève échéance, mais on va dire moyen terme, puisqu'on est sur 25 à 47 ans selon le type de construction, et on considère que de toute façon, passer cette date-là, elle ne vaut plus rien. Et ça devient, mais vraiment, hein, enfin, invendable, passer ce temps. Là où c'est intéressant, c'est du coup l'impact que ça a sur la construction et tout ça, parce que du coup, on fait pas de ravalement de façade. Ça sert à rien. Si dans 25 ans, de toute façon, votre bien il vaut plus rien, c'est à peu près le moment où il faut le ravaler. Donc si vous êtes sur une construction béton, vous allez le ravaler une fois. Pareil, vous n'allez pas surinvestir dans un caisson d'isolation thermique formidable. À quoi bon? À quoi bon? Parce que déjà, la construction au point de départ coûte plus cher à cause des normes sismiques et puis des problématiques de météo. Vous n'allez pas en plus vous rajouter des problématiques que nous, on a avec notre DPE et tout ça. Donc là-bas, quand vous avez 5 cm d'isolant sous forme de polystyrène sur les murs, c'est vraiment déjà formidable. La majorité des cas, il n'y a même pas d'isolant du tout. Vous avez une grande majorité de fenêtres simple vitrage au Japon. C'est vraiment très particulier. Par contre, ils vont chauffer extrêmement fort à l'intérieur parce qu'ils sont frileux comme tout le monde. Mais ils ne vont pas faire le choix de faire une isolation et d'investir dans les lieux parce que de toute manière, ils vont les détruire derrière. Et donc, si on projette ça à la France, on se dit ok, mais bon, nous, on a une autre manière d'approcher les choses. Par contre, il y a quand même quelques points qui sont quand même intéressants. On est dans une logique où la démographie, on suit la même pente. Donc là encore, on va juste partir du principe qu'on n'a pas plein de flux qui arrivent d'ailleurs, juste le principe. De toute façon, on a une démographie qui vieillit et donc on a aussi ce besoin d'adaptation du logement. Donc la réponse japonaise ne sera pas la même que la réponse française, bien évidemment. Mais c'est quelque chose, en tout cas moi, vous l'avez vu si vous suivez un peu cette chaîne-là, dans mon parcours, dans ma stratégie d'investissement immobilier, c'est quelque chose que j'ai très 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 à cœur. Aujourd'hui, je ne cherche pas à faire des maisons pour des familles avec 5 enfants, parce que ça existe de moins en moins. Par contre, du logement adapté senior et à vieillir dans de bonnes conditions, proximité de centre-ville, et donc là on retrouve hein, le point clé qui est la localisation. Donc on retrouve un petit peu la même chose qu'au Japon. Finalement, la valeur là-bas d'un bien, c'est pas le bien, c'est le terrain. Puisque le bien, à un moment donné, on va le détruire. Donc c'est le terrain, et donc mieux il est placé, et mieux ça vaut. Location, location, location. Bah, en définitive, on a un petit peu la même démarche. Eux, leur démarche, c'est de se dire on va détruire et on reconstruire. Nous, on a, je dirais, des conditions à la fois climatiques et géologiques qui sont différentes. Donc on peut se permettre de se dire on va conserver dans une plus grande durée les biens. Et donc à ce moment-là, on va plutôt, par contre, travailler sur des surfaces. Donc de plus en plus petites. Alors sans aller, pareil, dans les travers qu'on peut retrouver là-bas. Et d'ailleurs, je fais une petite incartade dans cette vidéo sur ce sujet. Parce que le Japon, je pense que vous l'imaginez assez bien, on est sur des surfaces, donc il y a assez peu de place, en définitive. On est sur des îles, donc à un moment donné, on a pris toute la place. Et dans les centres urbains qui attirent les populations, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc on part en hauteur, bien évidemment, mais on va exploiter aussi le moindre mètre carré, même sur chacun des flats, sur chacun des étages.
Et si vous le souhaitez, on pourra, en parler. Je pourrais faire des vidéos spécifiquement là-dessus parce que c'est un sujet que je connais assez bien et parce que c'est un pays qui me passionne, de voir comment est-ce que, ils ont mené, mais vraiment au bout des choses, les aspects d'optimisation de l'espace. Les aspects d'optimisation de la lumière, parce que très souvent, on va être sur des logements dans lesquels il y a que 2 façades qui ont, des ouvertures et il y a 2 façades aveugles et vous êtes souvent sur des formes de longueur. Donc comment est-ce qu'ils font pour organiser l'espace à l'intérieur aussi, pour que la lumière puisse pénétrer le plus profondément possible? C'est des choses qui sont après des astuces potentiellement transférables si vous faites des rénovations ou bien si vous, remembrez un bien que vous possédez déjà, de se dire: «Bah, tiens» ou sur une phase de construction, comment est-ce que je réfléchis l'espace? Voilà, donc la partie optimisation, la partie, trajectoire de la lumière au sein du logement et puis il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi, donc si ça vous intéresse, je les aborderai, notamment la relation au patrimoine. Parce qu'en France, on a, un système qui fait que globalement, dès qu'il y a un monument, un peu ancien, un peu historique, heu, on va protéger toute la zone dans un rayon de 500 mètres autour, au moins, voire, des villes entières et dedans, on va réglementer jusqu'à la couleur des volets. Le Japon, c'est très différent. C'est-à-dire que vous allez retrouver un temple qui a 800 ans et qui sera au milieu d'une galerie commerçante, qu'on aura construite autour. On va retrouver, des immeubles récents qui vont venir, épouser la forme du temple ou venir où le temple va venir parce que vous avez tellement optimisé l'emprise au sol, la surface au sol, que vous allez monter après les étages et s'il y a un temple, ah bah, c'est pas grave, vous allez faire dévier votre bâtiment. Donc il va commencer comme ça, il va faire comme ça et puis remonter. C'est des choses qui sont assez délirantes. Vous avez des endroits, il y a des routes qui traversent des immeubles, enfin voilà. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui existent, qui sont assez étonnantes et qui sont liées à une optimisation d'espace. Là aussi, on se dit: «Bon, en France, on a de la place». Maintenant, quand on est dans une logique avec les lois SRU et tout ça qui sont passées de la non-artificialisation des sols, de la concentration urbaine et cetera, on se dit que le sujet est pas si inintéressant. Bien évidemment, la réponse française sera différente de la réponse japonaise, mais ça peut être intéressant de voir comment eux, ils font, pour voir comment est-ce que nous, on pourrait prendre les bonnes idées pour les adapter à nos propres contraintes qui sont un peu moins sévères, mais qui sont là quand même. Encore une fois, de population, de limitation de l'emprise de l'espace naturel, des flux migratoires, de l'emplacement, flux migratoires au sens interne au pays, hein, l'exode vers les milieux urbains et périurbains. Il y a certains ministres qui disent que le modèle des quartiers de lotissement, c'est pas un bon modèle et la maison individuelle, c'est la misère et cetera. Alors on en pense qu'on en veut, hein, mais donc ça, c'est le discours politique. Donc la question, c'est derrière, qu'est-ce qui va être mis en place au fil des années pour aller vers ce dogme? Puisque on parle bien d'un dogme. Après, encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Personnellement, je suis carrément contre. Mais bon, voilà, après, si vous êtes d'accord, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais donc, si ces sujets-là vous intéressent et si vous voulez que je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait prendre de vraiment intéressant dans ces pays, bah, dites-le moi en commentaire et puis je ferai des vidéos dédiées. Donc, pour revenir à la France, je pense que, bien évidemment, on n'est pas dans cette logique-là. On est quand même dans une logique où on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, et parce qu'on l'a déjà entendu aussi dans des discours au Parlement, au Sénat, de se dire: «Tiens, et si l'État, finalement se réappropriait le foncier?» Comme c'est le cas en Angleterre, hein. En Angleterre, en fait, tout le foncier, quasiment tout le foncier appartient à la couronne, donc appartient au roi et à la reine et vous ne possédez que ce qui est construit dessus. Donc on a une décorrélation entre le bâti et le foncier et en France, il y a des discussions qui ont déjà été menées sur: «Oui, bah, tiens, quand vous avez complètement payé votre bien, du coup, on vous ferait payer un espèce d'équivalent loyer parce que vous squattez un terrain et puis alors votre terrain, OK, on vous a dit qu'il était à vous, mais enfin concrètement, l'État peut très bien, le récupérer d'une manière ou d'une autre, hein. Enfin, en même temps, vous ne pourrez rien dire s'ils le font». Et donc vous faire payer un espèce de loyer d'occupation des sols. C'est des choses qu'on entend. C'est une autre manière, finalement, de traiter le même sujet que celui du Japon. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez, par exemple, que dans cette logique-là, on pourrait se retrouver à un moment donné, pareil, avec une décorrélation entre la valeur du foncier, qui est la valeur réelle du bien, donc le terrain, là où il est, dans la conformation qu'il a et dans la taille qu'il a, et que finalement le bâti, bah, voilà, c'est un peu du consommable. Et que, de toute façon, l'objectif, ça va être de s'adapter à des évolutions de démographie, à des évolutions climatiques et que, bah, surinvestir dans une logique de DPE, là, de faire des espèces de blocos thermiques, est-ce que ça a vraiment un sens ou pas? Pas forcément. Je serais assez curieux d'avoir votre avis. Et donc, pour, ce que je vous disais en introduction de vidéo, donc, pourquoi, je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que dans ma logique, moi, d'investisseur, je cherche à diversifier évidemment mon patrimoine, alors à la fois dans
les typologies d'actifs que je possède, mais aussi d'un point de vue géographique. Et bah, du coup, je me suis posé la question du Japon, qui est un pays que j'adore. Est-ce que ce serait pas intéressant que j'aille faire de l'immobilier là-bas? Et c'est comme ça que j'ai découvert un certain nombre de choses, donc ce que je viens de vous raconter là, et puis beaucoup d'autres choses. Et ma conclusion, c'est que du coup, c'est pas forcément un bon plan. Donc si vous envisagez de vous dire aujourd'hui, tiens, est-ce que je pourrais pas aller faire de l'immobilier ailleurs dans le monde? Alors il y a beaucoup de pubs hein, pour aller faire de l'immobilier au Moyen-Orient, pour aller faire de l'immobilier en Thaïlande, à Bali, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc moi, ce que j'ai voulu regarder, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller au Japon? Et ma réponse personnelle, c'est que c'est pas une bonne idée, parce que déjà, vous construisez rien dans la durée. Puisque votre bâti, en gros, au bout de 25 ou 47 ans, enfin, on va dire au bout de 30 ans, bah, il vaut à peu près plus rien. Bon, bah, du coup, vous construisez pas de valeur dans le temps. Alors certes, vous pouvez l'amortir, donc c'est très bien, et puis vous rentrez un loyer dans l'intermédiaire, mais à la fin, vous avez quand même quelque chose qui vaut rien du tout. Donc, bof, quoi. En plus, après, il y a des barrières qui sont quand même assez considérables de langue et de culture. Quand il s'agit de piloter un chantier, je pense que c'est quand même assez compliqué. Et dernier point, c'est que tout ça, on pourrait se dire: «Ah bah oui, mais du coup, si on amortit le bien, bah, c'est presque mieux parce que, en définitive, on va pouvoir augmenter les loyers et cetera». Parce qu'on va pouvoir avoir à la fois l'amortissement comptable d'un côté, comme gain, donc moins d'impôts quoi, globalement, et puis de l'autre côté, bah, on va encore, monter les loyers, comme ça on aura le beurre et l'argent du beurre. Mais que différence, fondamentale de philosophie et de manière de vivre, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, en définitive, aujourd'hui, au Japon, les loyers sont moins élevés qu'en France. C'est, précisément parce qu'on considère que le foncier n'a pas de valeur dans le temps et cetera et que donc du coup, ils construisent des choses pas terribles. Faut quand même l'avouer, hein. Généralement, c'est d'assez mauvaise, qualité parce qu'encore une fois, on est sur du moyen terme et pour vous donner une illustration, un, un T1, par exemple, bah, pour reprendre l'exemple de mon ami là, un T1 donc à Shibuya, donc à Tokyo, dans un des meilleurs quartiers, c'est 800 € de loyer par mois. L'équivalent, hein, en euros, hein, de 800 € de loyer. La même chose à Paris, dans un bon quartier, je pense qu'on est plutôt à 1200. Et quand vous êtes dans une zone rurale, vous allez pouvoir avoir des appartements assez grands, au sens japonais du terme. Hein, faut se calmer, hein, parce que au Japon, une chambre, ça peut faire 6 mètres carrés. Hein, donc un salon, ça peut faire 12 mètres carrés, etc. Bon, bref. Mais donc, pour un logement avec 2-3 chambres, vous pouvez avoir potentiellement un loyer à 350 euros. Ce qui est introuvable en France, hein, ça n'existe pas. Donc, vous avez du coup des loyers qui sont finalement relativement bas. Vous avez une pression locative qui est assez faible parce que, sauf dans les coins vraiment qui sont très très recherchés, mais là, vous arriverez jamais à choper quoi que ce soit parce que de toute façon, c'est comme, enfin voilà, c'est des promoteurs hein, qui sont sur place et qui maîtrisent les choses. Et sur la partie tourisme, parce que c'est vrai que c'est un pays qui commence à s'ouvrir au tourisme, hein, mine de rien, c'est quand même encore relativement balbutiant, même si ça augmente très très vite. Bah, aujourd'hui, c'est pareil, ils ont mis en place tout un système législatif qui fait que c'est extrêmement compliqué de lancer, par exemple, l'équivalent d'un Airbnb là-bas. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup et ça veut dire que si vous êtes pas, résident, si enfin, il y a plein, 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 plein de barrières. Vous avez un nombre de jours dans l'année que vous avez le droit de louer et cetera, ce qui fait que concrètement, bah, c'est pas rentable, en fait et donc il y en a extrêmement peu et tout ça, c'était évidemment pour préserver aussi l'offre hôtelière. Voilà, donc si en tout cas, j'ai trouvé assez intéressant de vous présenter ça parce que c'est moi quand je l'ai découvert, franchement j'étais, hyper étonné qu'un pays aussi en avance, heu, arrive à la conclusion que finalement, l'immobilier chez eux, bah, très vite, ça vaut plus rien. Ça c'est quand même quelque chose d'assez étonnant et donc si vous souhaitez que je développe un certain nombre d'aspects, par rapport à ce qu'eux ils ont mis en place pour répondre finalement avec quelques décennies d'avance aux problématiques que nous on va rencontrer d'une manière ou d'une autre, bah, voilà, bah, je serais ravi de le faire. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne et puis à me mettre donc en commentaire, si vous souhaitez que j'aborde, certains sujets particuliers.